Et merci de nous rejoindre ce matin pour ce troisième webinaire organisé par le collectif Paysage de l'après-pétrole, troisième et dernier d'une série que nous avons initiée en amont des présidentielles, des élections, dans l'idée de faire débat autour des élections, mais surtout débat autour des sujets qui nous intéressent et qui sont les paysages, en tant que facilitateur des transitions et en particulier des politiques d'aménagement de demain. On vous propose donc ce troisième webinaire autour du paysage, de la thématique du paysage, socle fondateur pour revitaliser la vie démocratique, et pour lesquels on a convié deux intervenants qui sont aussi deux acteurs que nous connaissons bien, puisqu'ils ont été au centre d'études monographiques faites sur des expériences européennes, 7 expériences européennes, dont 2, l'une au Luxembourg et l'une en Catalogne, vont vous être un peu détaillées tout à l'heure sous l'angle de la démocratie et de l'entrée de la vie l'entrée démocratique. Voilà. Je passe sur, peut-être avant qu'on rentre dans le sujet et qu'on vous présente un peu plus le cadre de ce webinaire, un petit mot rapide sur qui nous sommes. Donc, le collectif Paysage de l'après-pétrole est un collectif qui a émergé en 2012, qui s'est constitué vraiment en association en 2015 et qui rassemble une soixantaine de membres autour de réflexions, d'actions. C'est un peu une forme de think tank. Des membres qui sont là parce qu'ils se sentent concernés, préoccupés par les défis de notre époque. Ces membres sont divers et variés, mais la particularité, c'est que vraiment on est pluridisciplinaire et on a autant des architectes que des agronomes, que des paysagistes, que des philosophes, que tout type d'acteurs, des gens qui sont plus sensibles à la culture. Voilà, et c'est la diversité de ces disciplines et de ces approches qui nous permet de construire des récits, des débats, des plaidoyers, de publier des ouvrages, organiser des rencontres autour de cette thématique qui nous rassemble, forte, qui est comment le paysage peut aider à construire des territoires durables, harmonieux, voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, parce que c'est pour ça que je m'arrête, parce qu'on ne veut surtout pas passer trop de temps et on veut laisser surtout nos intervenants avoir la possibilité d'échanger avec vous. Donc, si vous voulez en savoir plus, on a récemment publié et réalisé 2 infographies que vous pouvez retrouver sur notre site internet aux liens qui sont à l'écran. Le premier sur la présentation à proprement parler du paysage et le second plutôt sur les paysages et énergie, l'entrée paysage et énergie qui est une des entrées sur lesquelles nous travaillons assez ardemment. Et voilà, comme je vous le disais, dans le cadre des travaux que nous menons, on publie des ouvrages régulièrement, dans l'idée que l'écrit laisse des traces est important également. Donc, nous avons publié récemment les résultats de cette étude et de ces monographies d'expériences européennes, avec notre partenaire Le Moniteur, qui s'appelle Paysage après pétrole, cette expérience européenne. Donc Mathilde Kempf et Armelle Lagadec, qui étaient toutes les deux à la manœuvre de cet ouvrage, vont vous présenter l'ouvrage et puis surtout le webinaire d'aujourd'hui. Mais voilà, vous pouvez vous procurer évidemment cet ouvrage en le commandant auprès du Moniteur. Vous en saurez plus sur toutes ces expériences. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec Mathilde qui va nous introduire notre thématique du jour. Voilà, merci Laurence. Je ne sais pas si Armelle a réussi à nous rejoindre finalement. Bon, sinon, je prends le relais. Elle est en déplacement et visiblement, elle a des petits problèmes de connexion. Voilà, donc
aujourd'hui, nous allons principalement centrer nos échanges sur la question de la vie démocratique en lien avec le paysage pris au sens très large, mais bon, ça, on va laisser nos intervenants nous le détailler et voir quelle est la part effectivement du paysage pour revitaliser un tout petit peu cette participation. On t'entend pas bien. Ah, désolée. Ouais, il faut que tu restes proche du micro. D'accord. Peut-être et sans mettre tes mains. Voilà. Donc avec voilà, nos deux intervenants de Beckrich à Luxembourg et donc Paul Cotten-Roser, Fernand Guerra dans le Priorat en Catalogne. Tu peux passer la suivante. Donc, la question qu'on avait vraiment envie de creuser aujourd'hui est aussi en réaction face à toute cette montée en puissance de la façon de fonctionner, où on voit bien que l'immédiateté des réponses, il faut aller, la puissance des médias, où on a l'impression de communiquer partout, tout le temps, en fait, mais ça bouleverse complètement tous les fonctionnements démocratiques, et il y a plus fort, enfin voilà, on se pose vraiment la question de la mobilisation du citoyen pour que ce soit autre chose que quelqu'un qui doit juste contribuer, donner un avis, enfin voilà, mais participer en profondeur à la décision en tant qu'expert de son quotidien, c'est pour ça que je dis les paysages au sens très large. Voilà, tous les habitants ont une responsabilité et une parole importante aussi pour construire la façon de vivre dans son territoire. Et donc, voilà, au niveau du collectif, on est persuadé que le paysage permet de réintroduire cette notion et de replacer le citoyen à une autre place que celui à laquelle il est souvent, c'est-à-dire qu'on demande juste son avis sur les choses soit pas importantes, soit tout à la fin quand tout est déjà décidé. Donc se pose la question de la co-construction, voilà, et vraiment la construction du territoire de demain. Comment est-ce qu'on peut composer et vraiment travailler avec les citoyens. Donc ça, c'est la thématique générale. On avait imaginé 2 questions et après, évidemment, nos intervenants y répondront de façon libre en fonction de leurs expériences respectives. Donc vraiment, comment une entrée par le paysage peut-elle réintroduire un fonctionnement démocratique et pour la construction d'un projet collectif, la paix sociale, et de quelle façon ça peut aussi rééquilibrer les pouvoirs, donc par l'expertise des citoyens, la participation et aussi la prise de décision. Donc voilà, on va maintenant donner la parole. Donc tout d'abord à Paul Cotten, donc qui nous parle depuis Beckrich au Luxembourg, une commune rurale périurbaine, qui est ingénieur, directeur de Energy Park Ryden, qui est engagé depuis le début de l'aventure à Beckrich. Bon, ce qui n'a pas été dit, c'est que les expériences européennes qu'on a analysées, visitées, donc on a à chaque fois allé sur le terrain, sont toutes engagées de très longue date, plusieurs décennies, hein, des 20, 30, des fois même 40 ans. Donc il y a vraiment du recul. Et un petit mot, mais peut-être qu'il détaillera plus, voilà, Energy Park Ryden voilà, offre des services aux particuliers, aux communes, dans les domaines de la production d'énergie durable, la réduction de la consommation énergétique et de l'impact sur l'environnement. Donc, je présente rapidement Roser, ou alors comme ça… Peut-être y aller comme ça, non? Eh bien alors, on y va comme ça. Donc, du coup, Paul… Pardon, je me permets juste une toute petite incartade avant de laisser la parole à Paul. J'ai oublié de dire que vous êtes fortement invité à poser des questions dans le chat sur toutes les interventions. Et à chaque fin d'intervention et ensuite à la fin des 2, on ouvrira un petit peu aussi le débat, les échanges. Donc, n'hésitez pas à vous noter des questions et à les mettre dans le chat pour qu'on puisse faire débat autour de cette question. Voilà. Paul, c'est à vous si vous êtes prêt. Voilà, bon, je vais partager l'écran et déjà, bonjour à tout le monde. Voilà. Bon, mon nom est Paul Cotten, je vous rejoins d'une petite commune rurale qui se situe
au côté ouest de notre petit pays, donc près de la frontière belge, pour vous situer un peu d'où je vous rejoins. On parle de paysage, bon, vue du ciel, on peut voir un peu où on se situe. On est vraiment dans le rural, un peu à côté des centres névralgiques du Luxembourg, ce qu'on ne considère pas comme un désavantage, mais au contraire un avantage pour conserver notre beau paysage et aussi notre qualité de vie. On a au niveau du développement économique, vu le paysage, donc il y a un facteur important qui reste toujours l'agriculture. Ces dernières années, il y a eu un développement intéressant au niveau du tourisme doux. Donc tout ce qui se fait dans la région a toujours un côté essentiel au niveau de la qualité durable. Et on a eu la chance dans les années 80 que on a réussi à monter un projet avec l'exploitation d'une de nos richesses naturelles, nos sources d'eau minérale qui sont commercialisées par un groupe français avec une participation de 14% de la commune de Beckrich, ce qui a permis, entre autres, de faire des offres au niveau de la qualité de vie, offres sportives et culturelles à la collectivité de notre commune. Donc, juste pour vous situer un peu. Et au niveau de moi-même et des entreprises que je dirige, c'est en quelque sorte déjà dans le sujet d'aujourd'hui parce que on travaille essentiellement dans les énergies renouvelables et l'efficience énergétique et on est issu dans les années 90 d'une opposition d'une association environnementale contre une ligne haute tension où ensemble avec les communes, on n'a pas fait une opposition pure et simple, mais construit des alternatives. Et c'est à partir de ça que nos entreprises se sont développées et on travaille maintenant sur tout le pays, juste pour vous dire, et c'est un peu le message d'aujourd'hui que je veux faire passer, que la participation citoyenne, s'il y a une bonne collaboration entre le milieu politique et le milieu citoyen, qu'on peut construire quelque chose ensemble et qu'on peut devenir actif. Et aujourd'hui, on se considère un peu comme une plateforme de la transition énergétique où on a su accumuler toute une série de compétences qui sont vraiment essentielles aujourd'hui à la transition énergétique. Et voilà, donc ça c'est notre entreprise. Et si on parle comment dire, d'événements ou de développement, c'est souvent lié à des personnes et je ne peux pas me passer de ne pas citer notre très regretté Camille Girard, qui est malheureusement décédé à 60 ans, mais qui était bourgmestre et qui a initié tout le développement durable de notre commune, mais aussi de la région. Et un élément important de toute sa démarche, c'était justement précisément la participation citoyenne. Donc, c'était un élément clé de toutes ces démarches et il a commencé en principe avec ça, réunir les gens autour de sujets de développement durable, parce que c'était aussi un deuxième élément clé de ces démarches et initiatives politiques. Il avait aussi un élément important pour lui, c'était le professionnalisme. Donc, il a toujours veillé à ce que, aussi bien au niveau de l'appareil de l'administration communale que pour les projets qu'il initiait, qu'il y avait une qualité professionnelle au niveau des projets. Donc, aussi bien par rapport au contenu, mais aussi par rapport à la communication où les initiatives étaient innovantes par rapport à l'envergure ou les efforts qui ont été faits pour communiquer et arriver à atteindre la population. Donc, un autre élément, et ça c'est son message qu'il n'arrêtait pas à faire passer, que c'est plus important d'investir dans les hommes et les femmes que dans du béton. Donc, malgré que, aussi par l'activité économique, les eaux minérales qu'on avait
des moyens financiers qui étaient peut-être meilleurs que d'autres communes, il a toujours donné priorité aux ressources humaines plutôt que de faire des grands projets représentatifs au niveau de bâtiments ou autre chose. Et puis, le dernier point, et je crois que si on réunit tous ces points, c'est pour moi aussi la base d'une participation citoyenne réussie. Si on le voit sourire sur la photo, c'est que pour lui, la convivialité, les réunions dans le bistrot après les réunions de travail étaient au moins aussi importantes. Et de même à tous les niveaux, au niveau du social, mais aussi développement du culturel dans une zone rurale qui, en principe, n'était pas liée au grand centre culturel du pays. Et puis, bon, des éléments qui sont peut-être accessoires, mais pas négligeables, une approche inclusive, avoir aussi le courage d'innover, donc pas de sortir des sentiers battus et d'innover, se mettre en réseau, pas rester seul, et la résilience d'autarcie qui aujourd'hui, je crois, avec l'actualité, est devenue encore plus importante, une équité et, bon, je l'avais déjà dit, une certaine convivialité. Donc, ce sont des bases essentielles vécues par rapport à la réussite de la participation citoyenne qu'on a fait ici à Beckerich. Pour l'illustrer, je vais vous montrer deux exemples. Un premier, c'est un objet qui représente un élément essentiel de notre patrimoine architectural dans la commune. C'est l'ancien moulin de Beckerich qui était à vendre et où la commune n'a pas hésité à l'acheter pour le sauvegarder, pour éviter qu'il y ait un projet qui aurait défiguré le site. Donc, le sauvegarder, mais au lieu de faire une approche où dans des antichambres, il y aurait eu une décision de rénovation et d'utilisation du site, l'approche était très large pour introduire la population locale au niveau du site. Il y a eu des fêtes qui ont été organisées dans l'état où le site se trouvait pour que tout le monde prenne possession du site et lancer les discussions par rapport à des projets d'utilisation de ce site. Donc, c'était des réunions de travail, c'était accompagné par des professionnels pour qu'on arrive à trouver une meilleure utilisation. Donc, c'était déjà avant que les travaux étaient lancés, avant que les budgets étaient fixés, un projet commun de la communauté locale. Et ensuite, ce que j'avais dit, au lieu du béton, avant que le site était rénové, il y avait déjà eu la création d'une ASPL qui était destinée à animer le site par rapport à des activités culturelles, touristiques et autres, et qui bordait déjà d'activités et d'initiatives, même avant que le site était prêt, pour finalement, on peut quand même dire le béton, parfois c'est beau quand même, et une rénovation réussie et qui, par cette façon de procéder, est maintenant un élément clé un endroit où on se retrouve et où il y a beaucoup d'activités de la collectivité de notre commune. Donc, un projet participatif du début jusqu'à la fin et maintenant aussi au niveau de l'exploitation. Un deuxième exemple, le premier, c'était peut-être déjà, il date d'un certain nombre d'années. Le deuxième, c'est quelque chose, un projet qu'on fait dans une commune voisine, pour une commune. C'est un projet d'un nouveau quartier de 16 unités qui maintenant, la réalisation est en cours. Et bon, comme ça, c'est rien de spécial, mais on a opté pour plusieurs approches innovantes. La première, c'est que, bon, en quelque sorte, c'est déjà standard, mais c'est toujours une qualité écologique qu'on recherche
de manière conséquente. Donc, c'est un quartier sans voiture, c'est une construction écologique au niveau des matériaux et au niveau du concept énergétique, on le voit par rapport aux toitures. On a essayé d'introduire un maximum de production solaire au niveau du quartier. Mais l'élément le plus important et le plus innovant, c'est de créer une communauté énergétique autour du projet. Donc, on a déjà créé une coopérative Solar Community Schwebach qui a plusieurs missions. Donc, chaque personne qui achète un terrain pour y construire sa maison devient coopérateur de cette coopérative. C'est la coopérative qui est elle-même le lotisseur qui a fait la convention avec la commune. Donc, en quelque sorte, les futurs propriétaires sont leurs propres lotisseurs et la coopérative finance tout ce qui est infrastructure classique, les réseaux, mais aussi les infrastructures énergétiques pour pouvoir les exploiter plus tard sous forme d'une communauté énergétique. Donc, en résumé, infrastructure énergétique, ça veut dire les installations photovoltaïques sur les toitures des maisons, les capteurs géothermiques, les pompes à chaleur et une batterie de quartier qui se trouve dans un conteneur au niveau des carports, appartient à la coopérative pour assurer une couverture solaire maximale au niveau du quartier. Et l'électricité solaire est partagée entre les points de fourniture pour arriver à une couverture maximale. Donc, ça, c'est le concept énergétique, mais ce qui fait que cette community ou cette coopérative a plusieurs missions. Bon, la base, c'est le partage de l'électricité et au niveau des simulations, on espère arriver à 80% de couverture en direct. Et c'est aussi la structure pour faire la valorisation économique et le fonctionnement purement financier du projet. Mais à côté de ça, pour nous, la réussite du projet sera seulement à 100% si elle aura comme mission plus que d'organiser l'approvisionnement énergétique, mais d'assurer aussi une cohésion sociale au niveau de ce nouveau quartier par l'identité que les futurs propriétaires vont retrouver par rapport à ce projet quand même innovant. C'est une structure qui va permettre de faire d'autres activités, par exemple des fêtes de quartier, mutualisation d'équipements, par exemple vélo électrique ou autre chose qui peut être acheté pour être partagé dans le quartier. Et ce qui est important, et au niveau du sujet du jour, c'est pour nous aussi une petite microcellule démocratique, parce que tout ce qui est décentralisation de la production énergétique est aussi une question de démocratisation de l'énergie, mais aussi du fonctionnement. Donc, c'est une autre approche que j'avais déjà dit au début, essayer d'arriver sur une participation citoyenne active par des activités, par des choses qui sont faites, réalisées ensemble. Et ce qui veut dire que si on parle de transformation du paysage, au niveau de ce projet ici, bon, ce que je viens de dire, si on parle d'une participation citoyenne qui se limite par rapport à une participation dans des commissions consultatives ou des réunions ponctuelles, c'est bon, mais je suis quelqu'un qui est convaincu qu'il faut passer aussi par la suite sur un niveau actif et le sujet de l'énergie s'y prête de manière simple parce qu'on sait construire des équipements techniques et on sait les exploiter ensemble. Au niveau de la transformation du paysage, c'est aussi le modèle qu'on a choisi parce qu'on n'a pas d'autres ressources qu'on peut exploiter par rapport au solaire.
qui devient une source d'énergie essentielle. Mais c'est aussi, et c'est au moins aussi important, la base pour le développement d'un nouveau modèle économique où l'électricité, elle est partagée. On garde l'argent dans la région, donc la plus-value économique locale reste est réelle, et c'est aussi l'autogestion. Donc, par ce rôle actif, on devient aussi plus autonome. Et en quelque sorte, c'est un retour historique, mais plus moderne, avec de nouveau une décentralisation de l'approvisionnement énergétique. Voilà. Dans l'histoire, on allait faire du bois dans les forêts. Maintenant, on se retrouve par rapport à une production décentralisée sur base du solaire. Et un élément important aussi qui pose quand même beaucoup de problèmes à certains intéressés du projet, c'est de sortir carrément les voitures du milieu urbain où on vit. Et on espère que avec cette communauté, on arrivera aussi à y intégrer le reste du village où le nouveau quartier sera construit. Voilà, ça c'est un peu deux exemples pour montrer comment on peut vivre cette participation citoyenne par des réalisations concrètes. Merci, Paul. On a 3 minutes. Je vois qu'il y a, ah ben voilà, une question que je voulais poser, que je peux relayer. Comment sont choisis, sélectionnés les habitants de ce futur quartier? Sur quels critères, s'il y a des critères? Parce qu'il y a une question d'acceptation, évidemment, qui est très importante aussi. Il faut être volontaire. Donc, comment ça se passe? J'ai un peu lu les messages. Il y a une question, comment sont choisis les propriétaires? Bon, il y avait une procédure où il y avait une priorité pour les habitants de la commune ou des gens qui étaient d'origine de la commune. Donc, pendant un certain temps, ils pouvaient se manifester. Il y avait un barème de points pour pouvoir gérer ces priorités. Et ensuite, il n'y avait plus de priorité. La commune, donc c'est la commune qui est propriétaire des terrains. Donc, elle vend les terrains et nous, on s'occupe en tant qu'Énergie Parc de la réalisation du projet. Donc, on organise maintenant la construction des infrastructures. On a planifié, donc un architecte a planifié les maisons, budgétisé les maisons, et les gens qui achètent les terrains achètent déjà aussi les plans et signent avec les entreprises qu'on a choisies pour garantir cette qualité écologique de la construction. La commune, elle, de son côté, n'a pas appliqué les prix de terrain du marché, ce qui fait que ceux qui achètent, ne peuvent pas louer les maisons, mais doivent aller y vivre, et deux, ils doivent garder la maison ou rester propriétaire pendant, je crois, au moins 10 ans. Donc, ce qui fait que bon, les gens qui achètent sont vraiment des personnes qui ne sont pas des investisseurs, mais sont des gens qui veulent aller y vivre. Paul, tu as évoqué rapidement l'idée de la commission consultative. Je crois que c'est un point qui est quand même très important, surtout à Décriche, depuis longtemps, et aussi sur ce projet. Peut-être que tu pourrais en dire un mot, parce que c'est quand même intéressant justement sur les relations communes, citoyens. L'approche de Camille Girard à l'époque pour intégrer les citoyens dans la démarche politique de la commune a commencé par la création de toute une panoplie de commissions consultatives, aussi bien culturelles, environnementales, développement économique et rural, commission intégration des étrangers, donc un peu de tout, où on pouvait s'inscrire si on était intéressé sur l'une ou l'autre ou sur plusieurs. Et ce qui a fait que bon, ces commissions sont consultatives.
et peuvent pas prendre des décisions, mais peuvent donner des incitations au conseil communal. Et ça fonctionnait toujours dans un très grand respect. Donc, les initiatives qui étaient, ou les propositions qui étaient faites étaient vraiment prises au sérieux par les membres du conseil communal. Et ce qui a fait que il y a un grand groupe de gens qui ont enrichi tout ce qui était projet et décisions politiques. Les commissions ont fait de la sensibilisation par des conférences, par des débats par rapport à toutes sortes d'initiatives, des visites. C'est comme ça que, bon, on va constater c'est aussi une bonne manière d'intégrer les nouveaux arrivés dans la commune qui, par ce moyen, ont trouvé une place dans la communauté et ont pu s'intégrer plus vite. Donc, elle n'a pas de statut juridique, à part que elle est validée par rapport au conseil communal et ensuite le mandat est pour une période législative communale. Une période oui, jusqu'aux prochaines élections communales. Et à chaque fois, avant, quand il y avait des élections, la commune a organisé au préalable un grand workshop avec plusieurs séances pour se retrouver, pour faire le bilan de ce qu'il y avait eu la période précédente et définir les priorités pour la nouvelle période, en décidant ou en réfléchissant aussi si l'une ou l'autre commission était plus opportune ou s'il fallait créer une nouvelle et en fonction de ça, il y a eu la base aussi pour le programme politique de la période qui commençait de nouveau. Il y a deux petites questions, Paul, encore, avant qu'on passe au priorat. L'une qui est un peu pour situer bien les choses, combien il y a d'habitants sur la commune et combien de gens ont participé aux commissions? C'est une première question. Et une deuxième, plus sur est-ce que les habitants ont été impliqués sur leur avis concernant les modes d'implantation, l'aspect extérieur des bâtiments, volumétrique, coloris, etc. Bon, la première, à l'époque, quand on a commencé, il y avait peut-être 2500 habitants avec une bonne dizaine de commissions, donc ça fait oui, presque 80 personnes, si je calcule rapide, qui étaient impliquées dans les commissions. Il y avait même des démarches au niveau des commissions on avait lancé des initiatives au niveau du transport en commun, où il y avait des grandes réunions de toutes les commissions de l'environnement des autres communes autour, donc du canton de Redange, ça fait 10 communes. Donc, il y avait plus qu'une démarche locale, mais aussi on s'est réunis aussi pour avoir un poids plus important par rapport à des démarches comme ça. Donc, il y avait comme parfois beaucoup de monde qui était réuni autour des tables. Pour l'aspect extérieur, bon, il y a le PAP qui définit déjà certaines choses au niveau de tout ce qui est volumétrie et autres. Et pour le reste, oui, aussi par rapport au coloris, les façades, bon, le choix de toiture en plan incliné est lié pas seulement par rapport à des aspects architecturaux, mais aussi pour arriver à vraiment maximiser la surface utilisable pour l'activer en tant que production solaire. Donc, tout ça a amené à certaines choses. Et l'avantage qu'on a par rapport à des constructions classiques au niveau des façades, la sortie des voitures enlève la situation telle qu'elle est maintenant. Si on regarde un quartier classique, le rez-de-chaussée est maintenant toujours utilisé pour la garage pour les voitures. Donc, on a un rez-de-chaussée qui est garage.
Donc ici, on fait une reconquête du rez-de-chaussée pour y vivre, parce que les voitures sont en dehors, ce qui change aussi l'aspect extérieur des maisons, parce que ça a quand même modifié un peu l'aspect architectural. Et pour le reste, bon, c'était aussi une question du choix de l'architecte pour éviter qu'on se retrouve avec dans une situation de Legoland ou je ne sais pas quoi. Pardon, j'ai un petit souci de micro. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Voilà, pour cette intervention, Paul. Et je laisse Mathilde nous présenter donc Rosaire. Voilà. Et nous voilà partis en Catalogne. Oui, bon, merci beaucoup, Paul, et bienvenue, donc Rosaire Bernier-Guerra, avec notre accent français. Hein, ça, comme ça. Donc tu es linguiste, tu as aussi créé le centre Kim Solaire de littérature et de vin. On était aussi engagé dans de nombreux projets de collaboration artistique, toujours en lien avec le territoire. Et quand on t'avait rencontré, c'était justement lors de la visite de terrain pour l'étude sur les 7 cas européens, où on venait voir de plus près ce qui se passait dans le priorat, et notamment tu étais initiatrice de l'association Priorita, qui est une association qui regroupe des habitants, les professionnels des collectivités, et dans l'objectif de réfléchir ensemble à l'avenir et aux valeurs partagées du priorat, et voilà, une moyenne montagne méditerranéenne dans l'arrière-pays de Barcelone, et notamment qui a déposé une candidature UNESCO au titre des paysages vivants. Et donc voilà, c'est un peu fort de toutes ces expériences dans plein de domaines croisés que nous allons t'écouter. Je te cède la parole. Merci. Rosaire, le son a été coupé, alors peut-être que c'est... Laurence, tu arrives à forcer le son? Ça va? Voilà. Maintenant? Parfait. Bon, bonjour à tous et merci de nous avoir convoqués encore une fois pour donner un peu, pour expliquer un peu l'expérience que depuis des années on vit dans cette petite région. Et c'est un peu pour constater encore une fois que des démarches territoriales pour améliorer la qualité démocratique existent un peu partout. Et le fait que dans certains endroits, ça démarre de la base, donc de la population, c'est important aussi de pouvoir en parler. Je vais d'abord vous donner quelques dates, quelques données pour contextualiser où on est et les caractéristiques de ces paysages culturels de notre région. Pardon. Le Priorat, c'est une région au sud de la Catalogne qui a une petite région d'une densité de population qui n'arrive pas à 20 habitants par kilomètre carré. Il y a 23 municipalités et une vingtaine au moins de 500 habitants. Donc, ça dessine déjà un paysage. Et la population, le 13% est dédié à l'agriculture, que c'est une des pourcentages les plus élevés de la Catalogne, même si c'est toujours pas très élevé, disons. Ce paysage, c'est un mosaïque de polyculture typiquement méditerranéenne, qui a une topographie très accidentée. Et les villages, les habitants se concentrent dans des petits villages qui sont parsemés un peu partout. C'était un territoire agricole qui a vécu depuis toujours avec des crises plus ou moins périodiques ou constantes, surtout après le phylloxéra, et qui a vécu pendant tout le XXe siècle un processus de dépeuplement. Et c'est donc un territoire marginal dans tous les sens. Au tournant du siècle,
il y a eu deux événements qui se sont passés de façon simultanée, mais qui sont contradictoires entre eux. D'un côté, il y a eu comment on dirait ça, une revitalisation du monde du vin qui a donc commencé à faire à espérer aux gens la possibilité de continuer à habiter dans ces territoires sans être obligés à partir. Et d'un autre côté, il y a eu toute une série de projets énergétiques qui étaient donc décidés ailleurs et qui se concentrait surtout dans cette chaîne de montagnes, le Mont Shan, qui devait accueillir des centrales éoliennes. Et ça a provoqué une réaction parce que cette montagne-là, c'est un peu le symbole identitaire de ce territoire et c'est la base de son imaginaire collectif. Et on commençait à parler au début, ça n'existait pas, c'était quelque chose qui se passait ailleurs. Mais qu'à ce moment-là, cette problématique agressive donc, a provoqué une réaction qui est, d'un côté, donc, c'était pour s'opposer à ce projet-là, mais en même temps, ça a déclenché des débats, des réflexions et des propositions. Donc, qui se sont complétés aussi en 2007 par la création de l'association Prioritat, que Mathilde vous a déjà expliqué un peu, qui donc agglutine depuis ce moment-là le tissu social et économique et culturel de la région. C'était donc le but, disons, instrumental, le but publié, pour dire ainsi, c'était donc présenter une candidature à l'UNESCO. Mais c'est une démarche, ça, il faut le dire, le répéter, qui sort de la communauté, qui sort de la base, qui ne sort pas des institutions ni des administrations. Cette candidature, c'était juste un objectif instrumental pour comme outil de valorisation du paysage, de notre paysage qui est fondé sur un modèle paysan, donc un modèle qui l'illustre et qui l'explique. Cette candidature nous oblige à faire un dossier pour expliquer les valeurs que ce paysage contient pour être inscrit dans la liste du patrimoine mondial. Et en même temps, il nous oblige aussi à présenter un système de gestion pour assurer, pour garantir la sauvegarde de ces valeurs qu'on a identifiées. Cet enjeu nous oblige et il nous permet en même temps mettre en place un processus participatif et participé, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça part de la communauté. Et ces processus impliquaient aussi les personnes, les collectifs, les élus, les administrations et les différents secteurs, en fait, pour bien formuler ce système de gestion et pour bien cernir les organes et les actions à mener pour qu'ils soient vraiment à l'auteur de l'objectif de sauvegarder ces valeurs. Le système de gestion, que c'est la partie, disons, où on a pu donc développer plus l'aspect participatif, se présente avec ces trois niveaux. Le niveau de décision, il y a de cette commission du paysage et la durabilité, le niveau de décision où il y a l'Assemblée générale, une commission permanente et un conseil consultatif. L'Assemblée générale est représentée par pour tous les représentants des différents secteurs administratifs, administration, collectifs, syndicats, associations, et aussi tout le niveau du gouvernement, depuis le local jusqu'au national. Il y a aussi le niveau de l'exécution, il y a un bureau du paysage et des groupes de travail qui se mettent en place en fonction des questions qu'il faut traiter. Et après, il y a donc le niveau participatif, qui c'est les forums de chaque secteur, pour continuer toujours le débat qui doit nous mener à faire des propositions et les élever jusqu'au niveau de la décision.
L'année 2009, à la suite d'un rapport négatif d'ICOMOS, on a retiré d'une façon provisoire, disons, la candidature pour la présenter plus tard. Mais c'est à ce moment-là que les objectifs prioritaires de l'association se centrent dans deux aspects. D'un côté, profiter de cette espèce d'interlude pour socialiser, comme on dit, les valeurs contenues dans le dossier, disons, le faire de plus facile accès à la population en général, et d'un autre côté, continuer à mettre en place le système de gestion, parce que finalement, c'est avéré qu'il n'était pas facile, parce que les administrations ne sont toujours pas prêtes à partager les compétences en vue d'une co-gestion souhaitable, qu'est-ce qui finalement l'objectif au niveau de la participation citoyenne. Au niveau le premier objectif, donc, à ce moment-là, que c'était donc de socialiser les valeurs contenues dans le dossier de la candidature, on met en place une exposition qui se veut un outil en même temps de divulgation et de participation. Un expo qui sera itinéraire et qui sera une exposition extérieure, qu'on la rencontre dans la rue, sans besoin d'aller la voir dans un endroit fermé. C'est une exposition qui va parcourir les villages avec le concours des mairies, des institutions, des associations et des personnes qui vont accueillir les séances participatives qui vont se faire autour de cette exposition. Au début, on a organisé, pour faire un peu la diffusion de cette exposition, des sessions de photos, pour avoir un mosaïque de visages qui représente un peu ces paysages humains de notre région. Parce que nous, on dit toujours, on aime dire que le paysage, finalement, c'est le visage du territoire. Et donc, on a essayé de trouver des visages pour cette exposition-là. L'exposition qui s'appelle Habitat est composée de 2 supports avec 6 panneaux chacun. Les premiers, après une petite introduction, sont dédiés aux valeurs du paysage à partir d'une synthèse des concepts contenus dans le dossier et quelques mots-clés qui lui sont liés, et tout ça sur un fond de forestier. À partir de quelques mots-clés, donc, comme je disais, on a fait les 6 panneaux. Le deuxième support explique le projet, en fait, le projet qui est sous la candidature et qui va au-delà de la candidature. Ces projets-là mettent les personnes, la communauté au centre de ses intérêts et aussi les valeurs de ces paysages culturels et humains qui les identifient. Finalement, pour nous, ces valeurs-là sont à la base d'un projet territorial parce que c'est la seule chose qui, en quelque sorte, échappe à la délocalisation que d'autres projets qu'on nous a essayé de faire passer étaient toujours menacés pour cette délocalisation qu'un jour, tu as, disons, une proposition et que le lendemain part parce qu'ailleurs, c'est moins cher de la continuer. Oui, Laurence. Pendant la durée de l'exposition, oui. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a toute des sessions des participants village en fonction avec des réunions avec les associations et la mairie. On a fait juste un village qu'on a pu donc essayer ce processus parce que tout ça avait commencé juste avant la pandémie, donc à la fin du 2019, et on a dû donc arrêter, et ça va recommencer maintenant cette année, le mois prochain, l'expo démarre son itinérance, et donc on ne peut pas vous annoncer les résultats parce que ce n'est pas encore terminé.
Je voulais aussi juste vous donner citer deux autres petits exemples des démarches des niveaux différents, mais qui, pour moi, c'est des initiatives qui exemplifient une certaine manière de faire, qui s'est installée, pas encore d'une façon tout à fait globale partout, mais si qui en quelque sorte nous démontre que tout le processus vécu à partir de la préparation de la candidature et des projets participatifs pour rédiger le système de gestion ont changé un peu la façon de confronter les choses et aussi donc passer un peu de la réaction par rapport à des propositions qu'on considère agressives ou inacceptables à être un peu plus propositif. Celui-là, c'est un travail de recherche, finalement, d'une fille née à Paris, mais avec des racines au Priorat, qui a fait une étude sur tous les moulins hydrauliques, comme on dit ici, du Siurana, que c'est le cours d'eau le plus important del Priorat, et qu'en plus, c'est un cours d'eau qui est menacé par des transvasements qui mettent en péril sa survie. Elle a fait donc ce travail de recherche, mais en même temps, elle a fait aussi donc une proposition d'aménagement des 3 de ces moulins pour et dans un sens très en syntonie avec tout ce qui propose le système de gestion paysagère qu'on a rédigé entre tous. Donc, elle propose cette récupération des 3 moulins et à chacun lui donne une fonction qui a tout à fait une approche paysagère basée dans ces valeurs qu'on a identifiées, dans cette fonction, disons, agricole, de récupérer en quelque sorte une partie du mosaïque qui était perdue par l'abandon de ces espaces-là, et aussi donc lui donner donc une nouvelle vie basée d'une façon basée dans cette combinaison qui est facile à dire, mais qui n'est pas toujours facile à faire, de donc harmoniser la tradition et l'innovation dans les propositions qui se mettent en place. Et l'autre initiative, c'est juste au début, c'est une étude, ça commence par une étude, donc on fait toujours cette première partie, la partie de recherche, d'analyse et d'étude des problématiques, et après pour faire les propositions, donc c'est de l'appellation d'origine Priorat, qui envisage donc de faire que toutes ces caves soient autosuffisantes au niveau énergétique. Et ça répond bien sûr au contexte d'émergence climatique, mais ça répond aussi à des nouveaux projets énergétiques que maintenant, à ce moment-là, ce n'est pas des éoliennes, c'est des plaques photovoltaïques qui menacent des terrains cultivés. Et donc, c'est une façon de présenter une alternative, et plutôt que seulement rester dans la réaction qui est justifiée, mais qui c'est toujours insuffisante. Donc, voilà, c'était un peu un survol sur des actions concrètes qui restent toujours donc, dans le but de travailler pour que la population ait une participation active, pas seulement dans des processus participatifs plus ou moins approfondis, sinon qui puissent être dans toutes les échelles de la prise de décision, de la planification et de la gestion. Et comme au début, disait qu'on parlait de la réalité de l'utopie, donc je voulais juste vous dire que voilà, ça, qu'on reste réaliste, mais on sera toujours du côté des utopistes.
et merci pour m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, je vais essayer de les répondre. Il y a pas mal de questions, Rosaire. Ouais. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je lis en live quelques questions. Il y en avait, de mémoire, il y en avait quelques-unes sur la candidature UNESCO pour savoir si elle avait abouti, quel stade en est la candidature, voilà. Est-ce que ça a été présenté par l'État espagnol, etc. Ça, c'était une première question. Et puis, je te dis les autres juste derrière. Bon, il paraît qu'il y a eu des problèmes d'audio. Un peu de son, apparemment. Oui, de temps en temps, il y avait quelques coupures. Ouais. Il y avait des petites. Oui, ça valeur, Mhm. de non-valeur de cette région-là. La candidature UNESCO. Non, tel que je disais, en 2019, on a décidé de la retirer pour la retravailler. Donc, après, il y a eu la pandémie. Il y a toute une série d'activités qui s'y sont arrêtées. Et maintenant, ça reprend. Disons, ça reprend les travaux pour... il y a eu un plus, depuis ce moment-là, il y a eu des changements au niveau UNESCO par rapport aux présentations des dossiers. Donc, nous, on a fait un dossier qui fait plus de 1000 pages. Et maintenant, il paraît qu'il faut qu'il y ait un maximum de 100 pages. Donc, il faudra faire un effort de synthèse. Mais on est content parce que le travail fait de recherche pour identifier ces valeurs, ça nous a permis de nous connaître mieux, on a découvert des choses qu'on ne savait pas qu'on avait. Et pourtant, le travail, ça ne sera jamais inutile. Et en plus, comme je dis, c'est un objectif instrumental, l'UNESCO, la candidature. Si on l'a, c'est bien. Si on ne l'a pas, c'est bien aussi parce que le travail sera fait. Mhm. À quel stade de la candidature? Autre Oui. question un peu, c'était autour de l'exposition, sinon. Oui, celle-là, les candidatures, c'est toujours les États qui les présentent. Oui. Donc, voilà, c'est pour répondre à ça. Pour répondre finir la réponse. Ouais. Et donc, après, question sur l'exposition itinérante, comment elle a été financée, Oui. comment, il y avait autre chose aussi, je crois, toujours sur les... comment préciser les modes de participation aussi autour de l'expo. Oui, l'expo, elle a été financée d'un côté par les ressources de l'association qui sont ses associés, qui versent chaque année, donc ça, je ne sais pas comment on dit. Une cotisation une cotisation. Mhm. Et aussi, on a une subvention du parc naturel du Mont-San. Une autre pour la diffusion de l'itinérance de la Diputación de Tarragona, que disons, ça serait équivalent à un conseil général, non, conseil général, non, régional. Régional, oui. Oui. Alors, le mode de participation autour de l'expo. En principe, contenu de l'expo, on donne un problème encore, non? Oui, un petit peu, ouais. Peut-être, c'est dommage, mais couper la caméra si vraiment il y a un petit problème de diffusion. C'est un peu frustrant de ne pas vous voir. Mais... Bon, on continue, ça va pour le moment? Ouais, ça va, allez-y. Ouais. Alors, donc, on présente un peu le contenu de l'exposition, d'où ça vient et pourquoi on l'a fait. Et après, donc, on donne aux gens, il y a des cartes postales que je vous ai montré un peu comme ça, les images. Et les gens, donc, d'un côté, ils doivent exprimer, du côté des valeurs, les valeurs de son village, les valeurs plus locaux, qui complètent ou qui illustrent les valeurs. Et après, il y a exprimer les problématiques,
qu'il y a dans son village, voir aussi lesquels sont seulement, pour ainsi dire, de son village ou qui sont partagés aussi par d'autres communautés. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un, donc la personne chargée de la dynamisation, avec les deux parties, disons, et voir de quelle façon des problématiques concrètes et d'autres plus générales peuvent générer des initiatives qui se basent dans les valeurs qu'on a identifiées aussi pour faire des propositions. Par exemple, au niveau des écoles, donc, on voit très bien qu'il y a un problème très sérieux chez nous, c'est des villages qui n'ont plus d'école parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enfants pour tenir une école. Et de quelle façon on peut donc proposer des initiatives qui au moins rassemblent les enfants de villages proches dans une des écoles et ne pas être obligés, comme c'était avant, de les amener tous à la capitale. Chose qui fait etc. Ça, c'est un exemple très, très simple. Non? Et à ce moment-là, donc, tout ce qu'on a reçu des apportations des gens, on les met, on leur donne et on le met dans un document qui après, dans les documents qui rendent tous les villages, vont se mettre ensemble pour voir et faire des actuations. Quoi d'autre? Il me semble qu'on a pas mal fait le tour, puis on arrive quasiment à la fin de notre échange déjà. Jean-Pierre Thibault, oui, on a un plan de paysage. Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps, mais ça a démarré un peu en même temps que le projet de candidature. C'était entamé avant, mais ça s'est accéléré au moment du projet de la candidature. Il y a une carte, un plan de paysage. Et oui, toutes les conclusions ont été reprises dans le document d'urbanisme, pas toujours. On essaye que oui, mais pas toujours. Parce qu'en plus, comme ce n'est pas obligatoire, donc c'est un truc de consensus, c'est des conseils, c'est des propositions, mais ce n'est pas normatif. Des fois, ce n'est pas évident. Merci. Moi, j'avais peut-être une dernière question avant de laisser Mathilde conclure et de vous remercier tous de votre présence. Moi, j'avais peut-être une question à Paul, s'il est encore parmi nous. Je me demandais si ça avait été compliqué de maintenir l'implication des habitants dans la durée, parce que c'est souvent une question qui est posée après, c'est comment on fait, souvent c'est des projets qui durent assez longtemps. Et puis finalement, est-ce que c'est important de maintenir les habitants dans la durée aussi sur toute cette implication? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait toujours un peu le même groupuscule ou est-ce que ça doit être mouvant? J'ai compris que sur le volet énergie, c'était plus facile parce que finalement, il y a une traduction concrète via la coopérative. Mais si on est hors projet comme celui sur l'énergie, voilà, comment concrètement on arrive à faire que les gens se mobilisent longtemps? Oui, bon, effectivement, c'est un peu important et je crois que la réussite dans le temps était que, ce que vous avez dit, ce qui était introduit par cette participation a été pris au sérieux et respecté. Donc, ce qui fait déjà, si on constate que l'engagement est pris au sérieux et amène à quelque chose, ça incite aussi à rester dans le processus. C'est un volet, un autre, ça fait quand même presque 30 ans que la participation a été appliquée et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, au niveau de la communication, au début, on faisait une exposition, une conférence et la salle était pleine. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce que les gens s'informent autrement, donc il faut parfois aussi changer la façon de procéder et s'adapter à l'évolution du temps. Je crois que même au niveau de la région, on est passé sur un niveau supérieur
Il faut savoir qu'on a un groupe leader dans la région qui est très performant, très innovant et qui rassemble dans toutes les réunions une quarantaine de personnes d'associations donc, on est passé sur un niveau, comme les exemples que vous avez cités, d'application. Donc, les commissions sont peut-être un peu moins importantes parce qu'il y a beaucoup de possibilités de pouvoir s'engager au niveau du pratique, travail sur terrain. Ce sont des coopératives maraîchères, donc pour produire quelque chose suivant le modèle de l'agriculture solidaire. Donc, il y a toute une panoplie de projets et donc l'engagement a un peu changé. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui est toujours actif et qui s'implique. Et différemment, d'accord. Merci beaucoup. Mathilde, est-ce que tu veux dire un petit mot Petit mot très rapide, parce que tout ça est assez frustrant en 20 minutes pour chacun de vous, Paul et Rosaire, compte tenu de la richesse de ce que vous nous partagez. Bon, le mieux, évidemment, comme toujours, même si là on est en webinaire, c'est d'aller sur le terrain et de rencontrer des personnes en direct. Ça reste quand même la meilleure façon. Je voulais juste prendre un tout petit peu de recul par rapport à cet exemple qu'on est allé visiter donc en Europe. Là, on a vu à travers les deux expériences qui nous ont été relatées que les deux interviennent à des échelles qui sont très différentes, sur des thématiques autres, avec d'autres entrées, d'autres méthodes. Mais dans les deux cas, on retrouve le même souci de mobiliser, d'impliquer, d'écouter et de responsabiliser les habitants pour que vraiment la co-construction du projet de territoire, elle soit vraiment réelle et inscrite dans la durée, enfin, comme tu viens justement de le questionner, Laurence. Et en fait, cette approche qui est non hiérarchique, qui est vraiment ascendante, qui part du terrain, où les collectivités, les professionnels, les habitants, ils travaillent tous ensemble, mais chacun bien dans leur rôle, enfin, voilà, personne n'usurpe la place de l'autre. Et c'est vraiment une caractéristique qu'on a rencontrée dans tous les territoires qu'on est allé visiter en Europe. Et ce que je voulais juste dire, ce n'était pas un paramètre qu'on avait recherché au démarrage. Au démarrage, quand on a cherché des territoires à interroger, à visiter, on était parti sur les questions de paysage, urbanisme, énergie, agriculture, plutôt des entrées thématiques un peu classiques. Et à chaque fois, dans chacun de ces territoires et les personnes qu'on a rencontrées, c'est vraiment une découverte qu'on a faite sur justement cette place du citoyen et de la coopération, de la collaboration qui se fait de façon complètement inverse par rapport à ce dont on a l'habitude. Et ça semble vraiment une des clés de réussite, en tout cas, voilà, de l'évolution du territoire à long terme. Et c'était juste un petit peu cette dimension qui me semblait importante de souligner, parce que c'est vraiment un facteur de réussite qu'on retrouve systématiquement. Donc, encore merci pour vos témoignages. Et évidemment, on est très frustrés, mais bon, on va revenir vous voir. Oui, merci à tous, merci à vous deux pour ces interventions très riches ce matin. Vous pouvez tout retrouver, donc je le mettais dans le chat, mais voilà, les webinaires sont enregistrés et seront en ligne. Ce dernier webinaire sera en ligne d'ici quelques jours et il y a déjà les deux précédents qui sont en ligne au lien que j'ai envoyé également dans le chat sur notre page YouTube. Et bien sûr, je le redis, mais voilà, c'est frustrant, mais il y a un ouvrage qui, lui, est assez conséquent et qui détaille encore plus toutes ces expériences européennes. Et donc, voilà, je vous le remets. Ah non, on ne voit pas là. Mais bon, voilà, il détaille davantage encore ces deux expériences du jour et puis les 5 autres qui sont présentées, avec aussi justement ces approches un peu plus transversales que Mathilde évoquait à l'instant, de qu'est-ce qui fait sens pour être reproductible sur d'autres territoires, notamment sur nos territoires français. Un grand merci et un bon week-end et fin de journée et un bon week-end à tous. Et votez bien. Merci beaucoup, Paul et Rosaire. Ouais. Merci. Merci. Merci pour ce rappel, oui. On vous attend le plus rapide. Salut.